Un organisme comme la Banque mondiale n'a jamais eu pour mission la réduction de la pauvreté ou l'éradication de la pauvreté. C'est pas ça du tout. La Banque mondiale a comme mission d'aider à transformer l'économie des pays du Sud pour que cette économie des pays du Sud soit la plus ouverte possible aux exportations, aux investissements des pays qui dominent l'économie mondiale. Bon. Alors, je dirais même que dans le rapport de la Banque mondiale aux pays du Sud, il y a un péché originel qui est le suivant. Et on est en Afrique, on est au Kenya. Et il faut connaître la chose suivante que je révèle dans le livre parce que ça va encore été écrit nulle part. La dette qui a été contractée par les puissances coloniales après la Seconde Guerre mondiale et au cours des années 50, quand la banque a existé, a commencé à exister, à fonctionner, les dettes contractées par Londres pour coloniser le Kenya, le Tanganyika, les autres pays de l'Est africain, les dettes contractées par la France pour coloniser ses colonies en Afrique, les dettes contractées par la Belgique pour coloniser et exploiter le Congo et en retirer un maximum de matières premières, lorsque les pays africains en question sont devenus indépendants, ces dettes ont été mises à charge de ces pays indépendants, en contradiction totale avec le droit international. Parce qu'il est clair, selon le droit international, depuis le traité de Versailles à l'issue de la Première Guerre mondiale, que des dettes contractées par une puissance coloniale pour coloniser un pays ne peuvent pas être mises à charge d'une colonie lorsqu'elle arrive à l'indépendance. Donc on n'a pas respecté le droit international. Là, il y a un premier péché. Donc les États indépendants sont nés avec une dette dès le départ, qui a permis à la Banque mondiale de leur dire « vous nous devez quelque chose, vous allez suivre nos conseils et on va vous dire comment vous développer ». Et alors là, on est dans les années 60. Et la Banque mondiale dit aux pays du Sud « endettez-vous un maximum pour construire de grandes infrastructures de manière à exporter vers le marché mondial vos richesses naturelles. Abandonnez, par exemple, la production de cultures vivrières qui assurent la souveraineté alimentaire de vos populations. Concentrez-vous sur l'agriculture de production du thé, du café, de la banane et d'autres produits tropicaux que vous allez exporter en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Et vous allez importer les céréales qu'on produit très bien dans les pays tempérés du Nord et on va vous les vendre à un prix très intéressant. Donc la Banque mondiale les a déjà fait rentrer dans un mécanisme qui, y compris du point de vue alimentaire, leur faisait abandonner la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est les années 60-70. Je montre dans mon livre que toute une série de documents de la banque indiquent que le poids qu'on était en train de mettre en termes de dette sur le dos des pays du Sud allait devenir insoutenable. Mais c'était des documents essentiellement internes, ou lus par très peu de gens. Et quand éclate, comme ça devait inéluctablement arriver, la crise de la dette du tiers-monde en 1982, la banque s'étonne et dit, bon ben, désolé, là, vous allez devoir maintenant ajuster vos économies. Il faut aussi dire que la crise de la dette éclate en 1982. Pourquoi? Pour deux raisons principales, tout à fait claires. Parce que les États-Unis, en fin 1979, quand Paul Volcker devient président de la Réserve fédérale des États-Unis, les États-Unis multiplient par 4 les taux d'intérêt. Et ça a un effet immédiat sur les taux d'intérêt au niveau mondial. Et donc, Volcker devient président. Pourquoi? Pour deux raisons principales, tout à fait claires. Parce que les États-Unis, en fin 1979, quand Paul Volcker devient président de la Réserve fédérale des États-Unis, les États-Unis multiplient par 4 les taux d'intérêt. Et ça a un effet immédiat sur les taux d'intérêt au niveau mondial. Et donc des pays qui, sous pression de la Banque mondiale et des banquiers privés, avaient emprunté énormément d'argent dans les années 60, 70, à des taux d'intérêt assez bas, mais variables, indexés sur les taux d'intérêt calculés à Londres et à New York, ces pays se sont trouvés confrontés, à partir de 1980-81, à des charges d'intérêt qui ont été multipliées par 4. Et en 82, ils étaient étranglés. Et ils ont déclaré momentanément forfait. L'autre raison, c'est que simultanément, alors qu'on leur avait dit dans les années 60-70, produisez plus de thé, plus de café, exportez plus de pétrole, exportez plus de cuivre, de nickel, etc., alors que les prix étaient relativement élevés dans les années 60-70, le prix du pétrole avait fortement augmenté dans les années 70, c'était une période de bonanza pour les pays du Sud, qui du coup s'endettaient encore plus. À partir de 1981, il y a le contre-choc pétrolier. Le prix du pétrole s'écrase et le prix des autres matières premières s'écrase. Le prix des exportations agricoles s'écrase. Et donc les pays se retrouvent avec un revenu qui diminue et des charges à payer qui explosent. Ils sont étranglés.
Et là, le FMI et la Banque mondiale qui ont préparé ça sont chargés par les puissants, les gouvernements les plus puissants qui dominent ces organismes, d'ajuster les économies du tiers-monde. Et c'est là qu'on commence à parler de l'ajustement structurel. Et je montre dans le livre que dans le rapport annuel de la Banque mondiale, en 79, en 80, en 81, la Banque mondiale écrit « Les gouvernements du Sud ont mieux géré leur économie que les pays du Nord », parce que les pays du Nord étaient en crise économique à l'époque. À partir de 83-84, le discours change complètement dans le rapport de la Banque mondiale. Ils disent en fait, ils avaient trop emprunté, ils ont mal géré leur économie, il faut bien qu'ils en payent le prix et qu'ils s'ajustent. Donc vous voyez que le discours qu'on adopte est à géométrie variable et que dans un premier temps, on a poussé les pays à s'endetter, effectivement, qu'on les a mis dans le piège de la dette et une fois qu'ils étaient bien enfoncés dans le piège, on a refermé le piège sur eux et on leur a imposé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de globalisation, de cette phase de la globalisation. La phase de la globalisation, ce n'est pas simplement les changements technologiques dans les méthodes de communication, c'est aussi cela. Il y a un aspect politique dans la globalisation. C'est sous la conduite de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, et ça s'étend à l'ensemble des pays du Nord, alors une politique beaucoup plus agressive des pays du Nord pour reprendre le contrôle. Parce qu'au cours des années 60-70, après les indépendances, les pays du Sud avaient essayé de mettre en place toute une série de politiques plus auto-centrées ou plus solidaires entre eux. C'est ce qu'on appelait le modèle d'industrialisation par substitution d'importation. De grandes industries se sont développées au Brésil, en Argentine, dans des pays asiatiques. Et il y a eu un progrès économique réel, un progrès en termes d'éducation dans les pays dits du tiers-monde au cours des années 60-70. Ces pays ont eu un poids dans les Nations Unies à ce moment-là. Les Nations Unies ont été amenées à créer la CNUSET, UNCTAD, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. On a adopté dans le cadre des Nations Unies la résolution sur le droit au développement. On a adopté des pactes internationaux comme le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'était des avancées extraordinaires dans les années 60-70. Le mouvement des non-alignés était en plein développement. Il y avait des expériences de type socialiste dans les pays du Sud qui amenaient des progrès importants, comme à Cuba, notamment en matière d'éducation, de santé, etc. Et toute une série de pays du Sud ont nationalisé leurs ressources naturelles. Ça, c'était intolérable. Et donc, à partir des années 80, avec l'ajustement structurel, on a privatisé massivement les entreprises pétrolières qui étaient publiques dans les pays du Sud et on les a mis dans les mains des majors, des grandes compagnies pétrolières nord-américaines, britanniques, françaises qui contrôlent le marché pétrolier.